Bonjour, je m'appelle Valdy Legrand, je suis la fondatrice de Practice. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Xavier Bronlet qui va nous parler d'intelligence collective et nous dire si elle peut se mesurer. Xavier, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans un événement en ligne, Teal Around the World. Et c'est un visionnaire des organisations, incluant l'intelligence collective, mais il a plusieurs cordes à son arc et il va pouvoir vous en dire un peu plus. Bonjour Xavier. Bonjour Valdy, merci de m'inviter à cette interview. Bien. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi, un tout petit peu, hein, parce que je sais que tu as un long parcours, mais quels sont les points clés dont tu pourrais nous parler aujourd'hui? Voilà, mais j'ai, il y a 3 ans maintenant, créé ma société qui s'appelle Acceleration Lab et qui a comme objectif, en fait, de supporter les organisations, les individus dans l'adaptation, en fait, au monde postmoderne. Et donc, j'ai développé une série de pratiques, une série de méthodes, quelque part, pour justement aider à cette adaptation. Et dans les différents éléments, un point fondamental, c'est la capacité des équipes à performer et donc à développer de l'intelligence collective, et donc qui est le thème d'aujourd'hui. Super, merci. Et justement, tu vas proposer sur Practice un atelier qui est sur le fait de mesurer l'intelligence collective. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus à qui s'adresse cet atelier? Tout à fait. Alors, l'atelier s'adresse à toutes les personnes qui sont en charge, en fait, de l'organisation de groupes, du fonctionnement des groupes. On pourrait imaginer des managers, on pourrait imaginer des personnes secrétaires de groupe qui se trouvent un peu à bout de souffle, quelque part dans l'organisation du groupe, cherchent à faire évoluer, en fait, la performance, n'arrivent pas et souhaitent apporter, en fait, du neuf. Ce qu'on observe, c'est dans les groupes, mais après un certain temps, il y a une série de choses qui se passent en fonction des relations, en fonction du positionnement, en fonction des rangs, etc. Il y a une série de maladies chroniques qui s'installent au sein des groupes et c'est de plus en plus difficile de les faire décoller. Et donc, l'idée, en fait, c'est de se dire, tiens, quel est le statut du groupe? Comment mesurer, en fait, son intelligence collective? Comment mesurer, en fait, sa capacité à performer devant de nouveaux problèmes, pour prendre conscience en fait des points que le groupe peut améliorer et mettre en place en fait de nouvelles stratégies. Et cette idée en fait de mesure, c'est un peu celle de proposer en fait des cartes, proposer des points GPS sur la carte pour savoir exactement où le groupe se trouve, où le groupe pourrait aller, où le groupe pourrait en fait s'améliorer, et en dérivant en fait de ces positions sur la carte, des parcours, des chemins que le groupe peut utiliser. En ayant développé la conscience et en permettant à chaque composant du groupe, à chaque membre, en fait, de prendre la propre responsabilité par rapport à soi-même. Et en termes de responsabilité, quand on parle d'intelligence collective, c'est une responsabilité vis-à-vis de soi, prendre, exposer en fait on va dire ses qualités au groupe, mais c'est accueillir aussi les qualités des autres. Et c'est trouver en fait cet équilibre, pas trop peu, qui permettent effectivement au groupe de créer une aire de jeu, créer un espace qui va réellement permettre en fait de créer de la valeur, faire en sorte que la performance du groupe soit supérieure à la performance des parties, à la somme des parties. Et justement, là, tu parles d'un bénéfice. Est-ce que tu en vois d'autres concrets pour les organisations? Alors, c'est retrouver en fait le plaisir du groupe, retrouver ce bien-être en fait à discuter, retrouver le plaisir de la dialectique. Donc, on n'est pas dans une opposition, on va dire, on n'est pas dans une vision qui est, on ne développe pas la vision duale, on développe davantage en fait une pensée intégrative qui permet en fait à chacun de trouver sa place et qui permet de devenir finalement devenir beaucoup plus riche et faire en sorte que ces discussions en groupe deviennent des moments de création, plus que des moments où on participe à la réunion parce qu'on est obligé, ou bien on participe à la réunion mais on n'a de toute façon rien à dire, on n'est pas écouté, etc. Voilà, chacun doit reconquérir, finalement, reprendre sa place au sein du groupe pour de nouveau au profit de l'organisation et donc au profit de chacun. Okay. Et tout ça, est-ce que ça se mesure? Tout à fait. Alors, il y a, en partant en fait de la science, il y a toute une série d'indicateurs qui ont été analysés comme étant des prédicteurs
de la performance du groupe. On a, par exemple, la distribution du temps de parole au sein du groupe qui devrait être égale. On a l'intelligence émotive, on a le nombre de femmes également à l'intérieur du groupe. Plus le nombre de femmes est élevé, plus la performance en fait est élevée, la performance future. On a bien entendu ici une corrélation très forte avec l'intelligence émotive. Donc ce sont les 3 caractéristiques, par exemple, qui ont été déterminées par le MIT comme étant discriminantes. On peut ensuite avoir des mesures et des indications, en fait, et faire des carottages dans certains comportements pour donner en fait davantage d'outils qui vont permettre d'avoir des points plus précis sur la carte et de donner en fait après des lignes de développement guide pour le groupe et pour évoluer en sachant exactement où il est. Donc on est ici dans une mesure qui est relativement précise et on n'est pas dans la perception. Donc ce qui est important, c'est se détacher de la perception. J'aide le groupe, je suis la locomotive du groupe, je traîne tout le monde. Et peut-être qu'en faisant ça, je n'aide personne parce que les autres n'osent pas parler. Avec ces mesures précises, ça va permettre effectivement de voir où on en est pour profiter au maximum de ces différents indicateurs. Okay. Et ce que tu disais aussi, c'est que c'était mesurable, mais est-ce que ça ouvre la porte vers des éléments qui ne sont pas mesurables? Absolument. Parce que l'idée, en fait, est si on regarde, on est parti de la science, on est parti des études faites à l'MIT, par exemple, plus d'autres éléments qui permettent effectivement des mesures précises. Mais si on observe, en fait, la création de l'intelligence collective selon le modèle de Diels, qui d'abord dit il faut que les personnes dans le groupe raisonnent, c'est-à-dire qu'il y ait cette entente un peu comme les personnes au sein d'une chorale qui chantent, et donc sans cette résonance, qui vont créer de la synchronisation et qui vont permettre en fait de l'émergence. Et donc l'émergence de valeurs. Et à ce moment-là, on est en fait au-delà de la science, on est dans quelque chose qui va se passer dans le champ, ce qui lie en fait les personnes entre elles, ce que la psychologie transpersonnelle, par exemple, tente d'étudier, et qui est un phénomène qui pourrait toucher en fait quasi la magie. C'est effectivement de voir en fait la sensation que le groupe peut éprouver en ayant cette capacité à créer ensemble, à quelque part à jouer ensemble avec ces idées en transcendant ce phénomène de dialectique qui permet effectivement de créer de la valeur. Ok. Et tu m'avais parlé d'un exemple lié au hockey aussi, c'est juste? Tout à fait. Donc, là, en retournant sur les études du MIT, donc Anita Woolley, Thomas Malone, qui sont les 2 personnes, les 2 professeurs les plus exposés dans la recherche sur l'intelligence collective, ont effectivement analysé des différents cas, dont cette équipe de hockey composée en fait de joueurs relativement moyens qui, alors je pense que c'était aux Jeux Olympiques, j'ai en tête le match, la partie précise, qui en fait ont battu une équipe qui était composée en fait des plus grands noms à l'époque, mais qui n'avait pas en fait cette capacité de développer en fait l'intelligence collective. Donc il y a ce jeu collectif en fait permet effectivement de transcender les individualités. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir en fait dans les études le nombre de sachants à l'intérieur d'un groupe. Par exemple, dans les études d'Anita Woolley et Thomas Malone, n'est pas un indicateur de performance future. Donc, ça pourrait même être en fait un indicateur de non-performance dans le futur. Parce que des personnes trop polarisantes au sein du groupe ne permettent pas en fait de créer cet espace commun où chacun a la possibilité en fait de s'exposer. Ce qui est un phénomène et difficile personnellement à transcender quand on est un sachant dans l'organisation. Ok, donc ça change complètement notre point de vue habituel sur les organisations finalement. Tout à fait. Ok. Est-ce que tu aurais autre chose à ajouter? Tu parlais des organisations, effectivement. Donc, quand on parle d'intelligence collective, on est davantage en fait en référence au travail d'équipe. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est le point commun. Pourquoi aujourd'hui l'intelligence collective est importante? Parce qu'on est en fait, et les organisations sont à un tournant. Elles sont en transition entre le monde moderne et post-moderne. Et donc, si dans le monde moderne, un élément important du paradigme était la compétition, dans le monde postmoderne, un élément important est la coopération. Et donc, on arrive à passer en fait de pratiques compétitives, même au sein du même groupe, à des pratiques qui sont coopératives. Et ce qu'on remarque, c'est que entre le monde moderne et le postmoderne, il semble y avoir un continuum.
Mais il y a fondamentalement en fait une rupture dans le tuyau parce que passer d'un esprit compétitif à un esprit coopératif demande en fait un mind shift, excusez-moi l'anglicisme, un mind shift qui va permettre en fait dans toutes les cellules du corps de se dire mais effectivement je suis à l'aise dans la coopération et pas de se dire je comprends avec le cortex préfrontal que il faut effectivement coopérer mais j'arrive à le faire et ça ne me crée en fait aucune tension. Et donc c'est une intégration à faire dans tous les niveaux du corps et donc c'est une intégration qui est importante et qui permettra aux organisations effectivement de pouvoir performer globalement dans le monde postmoderne qui est volatile à un certain complexion. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, Xavier, et notamment, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de l'atelier? Donc, tu vas animer un atelier via Practice sur 3 sessions, si je ne me trompe pas. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus que les participants vont pouvoir faire pendant ces sessions? Absolument. Donc, le premier atelier va être un atelier de mesure où, par la pratique et par les différents tests, on va mesurer l'intelligence collective des participants. Donc, la capacité, finalement, du groupe à performer avec des mesures qui sont des mesures de groupe, mais également des mesures individuelles. Premier atelier. Deuxième atelier, on va avoir un premier moment de restitution pour informer, en fait, quels sont les résultats du test, où se trouve le groupe sur l'échelle d'intelligence collective qui va de 0% à 100%. Donc 0%, il vaut mieux que les gens ne travaillent pas ensemble parce qu'ils détruisent de la valeur. Donc il n'y a rien qui sort du groupe. À 100%, dès que le groupe commence à travailler, il finit sur la Lune à manger des champignons. Donc voilà, on est aux deux extrêmes d'échelle. Tous les mesures que j'ai prises jusqu'à présent varient entre 60 et 70%, 70%. Voilà, donc voir où se trouve le groupe. Et ensuite, dans les différents éléments de développement, il y a lors du deuxième atelier, donc après la restitution, un travail qui va être fait sur on va dire, la gestion des limites et la gestion également des émotions, à savoir comment est-ce que je peux gérer mes propres limites, donc ne pas les imposer aux autres, mais les intégrer en fait avec celles des autres, en travaillant également, en prenant conscience sur ces émotions. C'est le premier travail, qui est un des points fondamentaux de l'intelligence collective. Et lors du dernier atelier, je disais tout à l'heure, l'idée, c'est au-delà de la science, c'est de voir ce qui se passe au-delà de l'esprit, et c'est d'aller pratiquer en fait différents exercices qui vont mettre en fait en ressource et faire prendre conscience, sentir vraiment sur la peau, tiens, qu'est-ce qui se passe, quelle est l'expérience que je fais, quelles sont les émotions, quel est mon ressenti finalement lorsque je pratique en fait certains exercices, on va dire d'exercices de communion avec le groupe, et comment est-ce que je pourrais fondamentalement utiliser ces exercices dans une discussion de négociation par exemple. Et donc, c'est de dire, tiens, ce que j'ai fait dans cet exercice, si je le faisais en négociant, qu'est-ce qui se passerait? Et c'est de pratiquer. Et faire des allers-retours en des exercices qui sont détachés, on va dire, de la production, mais qui permettent d'exposer à la résonance, à la synchronisation et l'émergence, et puis l'utilisation directement après ça dans des pratiques de négociation, de discussion, et de voir, tiens, qu'est-ce qui change, qu'est-ce que je gagne en fonctionnant de ma sorte. Je prends conscience, je vois les dimensions dans lesquelles je peux évoluer, et puis après, je pratique. Ce qui est fondamental, c'est changer en fait des pratiques qui sont séculaires, donc des choses qui sont installées dans la culture, dans l'inconscient collectif des groupes, et donc voilà, les faire évoluer demande en fait effectivement un certain travail. Mais le premier pas, c'est cette prise de conscience qui est fondamentale. Merci beaucoup, Xavier. Je sens que si on participe à cet atelier, ça apporte une vraie transformation dans sa perception de l'équipe et que ça va avoir des effets, même si c'est qu'une ou deux personnes qui participent. J'imagine que ça a des effets en résonance sur l'ensemble du groupe. Tout à fait. Donc, merci beaucoup pour ces explications et ton temps. Et puis d'avoir conçu l'atelier. J'espère qu'il y aura plein d'inscrits, que ça fonctionnera très bien. Et encore merci pour ce partage et puis à bientôt. Merci à toi.